Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, mon cher co-rapporteur, mes chers collègues. Alors nous sommes heureux effectivement de vous présenter aujourd'hui les conclusions de cette mission d'information. Je vous en avais demandé la validation des objectifs en début d'année 2024 et nous avons commencé nos auditions l'an passé au mois de mars. Une longue mission donc pour laquelle je voudrais remercier les deux présidences de cette mission d'information. D'abord Antoine Armand qui a présidé nos travaux jusqu'à juin 2024, remplacé par Jean-François Rousset, dont je souhaite saluer ici l'engagement et la détermination à mener avec nous deux co-rapporteurs ces travaux. Et je profite également de ces remerciements pour remercier Olivia Sanson et Nicolas Dufresne. Recevez toute ma gratitude pour votre soutien et votre travail rigoureux et attentif, mais également à nos équipes respectives au fond de la salle et à nos collègues députés qui se sont impliqués dans les travaux. Au cours donc de la quarantaine d'auditions, de la centaine d'acteurs entendus et de nos 3 déplacements sur le terrain, nous avons pu nous rendre compte de la richesse et de la résilience du pastoralisme français, mais aussi prendre la mesure des défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Comme l'a rappelé mon collègue co-rapporteur, M. Jean-Yves Bony, nos travaux nous ont confortés dans l'idée que le pastoralisme est un atout indispensable pour le développement durable des territoires ruraux. Là est, à l'heure des bouleversements mondiaux, un élevage non seulement ancestral, pilier économique et patrimonial de nos territoires ruraux, mais aussi un élevage extensif, respectueux de la condition animale, autonome, notamment en matière d'alimentation, protecteur de la biodiversité, en capacité de capter le carbone au travers des prairies. Un élevage également qui permet, par l'activité qu'il permet dans des territoires où souvent aucune autre activité ne pourrait prendre place, d'assurer la vitalité de nos territoires ruraux et de nos villages. Nos propositions visent ainsi à le renforcer. Je ne vais pas revenir sur les différents points abordés par mon collègue, mais vous présenter d'autres enjeux identifiés dans notre rapport, notamment sur le plan économique. Mais d'abord, un petit mot préalable sur la question de la prédation. Alors, si nous ne partageons pas l'ensemble des propositions en commun, je voudrais compléter tout de même les propos de mon collègue sur la nécessité, avec une proposition qui est commune, d'améliorer la protection des troupeaux via un renforcement des moyens humains et financiers, notamment de l'OFB et des brigades de louvetiers, pour accélérer et renforcer leur capacité à adapter au mieux leurs interventions dans le cadre du déclenchement des tirs de défense. Affaiblir l'OFB et ses effectifs nous prive ainsi également de moyens de soutien aux éleveurs pastoraux face à la prédation. Cette parenthèse refermée, je souhaiterais développer 3 points dans mon intervention qui sont complémentaires de ceux abordés précédemment. Le premier point concerne l'articulation des activités pastorales avec les autres activités de montagne, que sont notamment la gestion et l'exploitation de la forêt, le tourisme et la randonnée. À ce sujet, nos différentes rencontres nous ont permis de comprendre que les éleveurs pastoraux ont souvent l'impression que l'espace dont ils disposent se réduit sous la concurrence de multiples activités, des activités forestières, de la concurrence foncière et désormais de la prédation, mais également que leur voix est trop peu entendue dans les décisions concernant les espaces pastoraux. De manière générale, les éleveurs et les bergers sont souvent contraints de réaffirmer la légitimité matérielle et symbolique de leurs pratiques sur l'espace, alors même qu'ils ont largement contribué à façonner l'environnement dans lequel leurs activités se déploient. La question des chiens de protection est ainsi revenue à plusieurs reprises, même si celle-ci a trouvé une réponse partielle au travers de la loi d'orientation agricole qui a modifié le code pénal afin de soulager les éleveurs et les élus du point de vue de leur responsabilité pénale du fait des morsures éventuelles. Il en va de même de la cohabitation avec les activités sportives et de nature ou avec les activités de chasse ou à l'utilisation des surfaces ligneuses et forestières par les éleveurs. Si des conventions existent, elles doivent s'accompagner d'espaces de dialogue et de co-construction des usages. Or, cela n'est pas toujours facile car les instances de dialogue qui incluent spécifiquement les éleveurs pastoraux sont plutôt rares. Il nous a ainsi semblé nécessaire de tirer la conclusion qu'il fallait à la fois aider à la représentation adéquate des éleveurs pastoraux dans les instances de décision, freiner aujourd'hui par l'absence de dispositions permettant une prise en charge spécifique de leurs frais d'absence et de remplacement éventuels, mais qu'il fallait aussi créer des lieux de concertation spécifiques au pastoralisme, au-delà des comités loups qui existent déjà dans les territoires de prédation. Ces lieux devraient permettre une co-construction des politiques pastorales en reconnaissant la transversalité et la spécificité de ce mode d'élevage. Ainsi, nous proposons de réunir au moins une fois par an des comités départementaux pastoraux sous l'égide du préfet qui réuniront l'ensemble des acteurs, représentants des éleveurs et des bergers, chambres d'agriculture, associations, collectivités locales, services de l'État.
J'en viens désormais au second point important, à savoir la question du foncier. Aujourd'hui, la vision historique, individualiste et exclusive de la propriété foncière entre de plus en plus en contradiction avec une gestion collective des ressources d'un territoire. Du point de vue du foncier pastoral, la loi 72-12 du 3 janvier 1972 précitée a ainsi constitué une étape importante, notamment grâce aux associations foncières pastorales et aux conventions pluriannuelles de pâturage, forme souple de relations contractuelles entre le propriétaire du fonds et l'exploitant de l'herbe située sur ce fonds. Si bien qu'aujourd'hui, les surfaces pastorales font l'objet de statuts fonciers très divers, mais elles sont aussi, dans de nombreux cas, la propriété non pas d'éleveurs, mais de communes, comme de multiples petits et grands détenteurs privés, ce qui peut contribuer au morcellement des terres pastorales. Dans la période récente, le foncier pastoral est aussi devenu un sujet de convoitise, notamment au titre du marché carbone, des compensations en faveur de la biodiversité ou de l'implantation d'énergies renouvelables. Les outils créés par la loi pastorale de 1972 demeurent ainsi d'une grande actualité et d'une grande utilité, à l'instar des associations foncières pastorales ou des groupements pastoraux. Cependant, ils demeurent insuffisamment déployés sur le territoire, faute de moyens pour aider leur création et leur développement. Ainsi, on compte à ce jour seulement 400 AFP et 800 GP sur le territoire national pour plus de 35 000 exploitations pastorales, souvent portées par des bénévoles, ce qui a forcément des limites. L'État apporte certes un soutien à travers une aide à la création des associations foncières pastorales et une aide au démarrage des groupements pastoraux. Cependant, les montants des aides versées au démarrage sont modestes, seulement quelques milliers d'euros, et ne permettent pas d'engager un salarié, même sur une durée limitée. Nous pensons donc nécessaire de renforcer et de généraliser ces aides pour la création et le fonctionnement des outils de gestion du foncier pastoral. De la même manière, il nous semble également nécessaire de donner davantage de moyens aux SAFER pour protéger les terres agricoles pastorales et pour organiser des partenariats avec les collectivités pour la rétrocession de foncier en vue de projets pastoraux. Enfin, le Code de l'urbanisme ignore à ce jour le pastoralisme et ce dernier s'intègre par conséquent dans les zonages existants des documents d'urbanisme sans prise en compte particulière de sa spécificité foncière. Nous proposons d'y remédier en instaurant dans les documents d'urbanisme des zones pastorales reconnues spécifiquement en tant que telles et différentes des zones agricoles, ou bien marquées au titre d'un sous-zonage de ces dernières. Cela constituerait à nos yeux un outil puissant au service de la sauvegarde du foncier pastoral, en évitant notamment le phénomène de morcellement. J'en viens enfin à mon dernier point relatif aux équilibres économiques du pastoralisme. Une grande partie des enjeux repose aujourd'hui sur la conduite de la PAC. Or, la PAC ne fait pas de distinction entre les éleveurs selon le type d'élevage qu'ils pratiquent. Il n'y a pas d'aide fléchée spécifiquement et uniquement vers le pastoralisme. Certaines mesures introduisent cependant des rigidités en défaveur des petits troupeaux. C'est pourquoi nous proposons notamment de supprimer le taux de chargement minimal de 0,2 unités de gros bétail, les UGB, pour les surfaces pastorales ligneuses, mais également de renforcer le soutien de l'État à l'ICHN dans les négociations relatives au budget de la PAC et plaider pour sa revalorisation, et également de renforcer les enveloppes des MAEC, tant surfaciques que non surfaciques, notamment en faveur des activités d'élevage pastoral. Au-delà de la PAC, l'agropastoralisme contribue aussi au maintien d'un tissu économique sur les territoires. Les exploitations agropastorales génèrent annuellement un potentiel économique de 8,5 milliards d'euros et de 10 milliards d'euros de services non marchands, pour plus de 250 000 emplois. De manière générale, les filières d'élevage pastoral souffrent d'une perte d'emplois dans les filières de l'aval, transformation laitière et valorisation des fromages d'estive, abattage et découpe de la viande, etc. Depuis plusieurs années, ces filières connaissent des difficultés économiques et structurelles qui les poussent à des regroupements et qui se traduisent par la fermeture d'outils industriels, en particulier les usines de transformation et les abattoirs. C'est pourquoi il nous semble nécessaire de développer des aides spécifiques pour le soutien aux abattoirs territoriaux, dont les abattoirs coopératifs, comme celui du Diois, ou mobiles, et pour les structures locales de transformation et de valorisation des produits du pastoralisme. Nous pensons aussi qu'il est nécessaire d'atteindre au plus vite les objectifs fixés par la loi Egalim, dont on est encore loin, même pour les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, les SIQO. Ces produits sont souvent pourtant issus du pastoralisme, car les SIQO sont un moyen pour les éleveurs pastoraux de se démarquer et de valoriser justement, face à la concurrence des productions plus intensives, leurs coûts plus élevés de production.
C'est pourquoi nous proposons de renforcer les soutiens de l'État aux collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim, mais également de mieux assurer la transparence et la régulation des marges des différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits du pastoralisme. J'ai également tenu à ajouter, à titre personnel, l'introduction dans la loi de sanctions en cas de non-respect des objectifs fixés par la loi Egalim, ainsi que le soutien au développement des plans alimentaires territoriaux ou à des initiatives qui se multiplient à l'échelle locale, comme la sécurité sociale de l'alimentation. Il me semble par ailleurs indispensable d'introduire des prix garantis sur les productions pastorales définies de manière volontaire par les conférences de filière. Enfin, et j'en terminerai par là, nous avons tenu, tous deux, à rappeler le risque que font porter les accords de libre-échange qui exposent les éleveurs français à des conditions de concurrence non soutenables et appelons à privilégier les produits du pastoralisme français dans la commande publique. Un chiffre illustre bien cette problématique. Alors que la France est un pays avec une grande tradition d'élevage, notamment pastoral, elle n'est ainsi auto-approvisionnée qu'à 50% pour la viande ovine, l'autre moitié étant fournie par l'importation en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, vos rapporteurs souhaitent réaffirmer leur opposition à la généralisation sans précaution d'accords de libre-échange qui exposent les éleveurs pastoraux à des conditions de concurrence non soutenables pour eux. J'en ai fini et vous remercie pour votre écoute, mais juste avant, je tiens, avant de vous écouter à notre tour, à remercier Jean-Yves Bonny pour son engagement sur cette mission. Je crois que nous avons montré au travers de cette année de travail transpartisan que nous étions capables, au-delà de différences notables que nous pouvons avoir sur beaucoup de sujets, que nous étions capables de travailler de manière intelligente ensemble quand des sujets nous tiennent à cœur. L'élevage n'est pas du tout homogène. Défendre l'élevage ne veut pas dire grand-chose, tant les pratiques sont différenciées. Et vous l'aurez compris, nous avons fait le pari, au travers de cette mission, de soulever la singularité de ce mode d'élevage qui fait l'identité de tant de nos territoires. Enfin, il est probable que nombre d'entre vous aient été surpris par mon engagement en tant qu'écologiste en défense de l'élevage pastoral. Pour autant, c'est pour moi une évidence, non seulement de par le territoire d'où je viens, mais d'autre part aussi en tant qu'écologiste, car je crois que la transition de l'élevage ne passera que par la régulation de modèles intensifs et la promotion, au contraire, massive et déterminée d'un élevage extensif, autonome, résilient, qui fait vivre nos territoires, celui du pastoralisme. J'espère sincèrement que de ces propositions, nous saurons de la même manière en faire des actes concrets pour soutenir l'élevage pastoral. Nous nous y engageons ici à cette tribune. Je vous remercie.